Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente Quelle comédie, un podcast produit par Belindola et réalisé par Andrea Villechange et Zélie d'Allemagne. Nouvel épisode de notre podcast posté chaque lundi à 8h en écho à la reprise Salle Richelieu bientôt, en mars précisément, de Macbeth, mise en scène par Sylvia Costa. Nous évoquerons aujourd'hui avec mes deux invités le théâtre de Shakespeare. Alors, c'est un peu ambitieux pour une demi-heure de podcast. Nous allons tenter en tout cas d'évoquer cette langue, et puis comment on joue Shakespeare. Bonjour Julie Sicard. Bonjour. Et bonjour Denis Podalides. Bonjour. Alors vous êtes tous deux sociétaires du français depuis respectivement 2009 pour vous Julie et 2000 pour vous Denis, deux figures tutélaires de la troupe, eu égard au temps passé ici et puis aussi au rôle que vous avez tenu sur le plateau. Vous avez tout joué ou presque à deux. Alors Hugo Molière, Visconti, Euripide, Thiago Rodriguez aujourd'hui pour vous, Denis Podalides. C'est honteux tellement c'est... la liste est resserrée. Vous êtes par ailleurs également metteur en scène et acteur de cinéma, je le rappelle. Et puis pour vous, Julie, Feydeau, Labiche, Tchekhov, Marivaux, j'ai fait un peu plus long, Proust, Molière, pas mal d'auteurs contemporains, Lagarde, Coltès, entre autres. Et puis Shakespeare. Vous jouez Lady Macbeth, Julie Sicard. Vous allez bientôt reprendre le chemin des répétitions, puisqu'il s'agit d'une reprise. Vous avez joué, mais alors vous m'avez dit oui, mais bon, c'était quand même pas aussi important. Le Conte d'hiver, Le songe d'une nuit d'été, La mégère apprivoisée. Et puis vous, Denis, Richard II en 2010, Hamlet, quand on s'est parlé juste avant, vous aviez un peu oublié Hamlet, qui est un morceau pourtant. Et puis sous la direction d'Ostermayer, ici, La Nuit des Rois et Le Roi Lear. Sur La Nuit des Rois, vous avez écrit un très bel ouvrage qui s'appelle Les Nuits d'amour sont transparentes, en tout cas sur l'expérience de théâtre, peut-être plus sur Ostermayer finalement et la troupe que sur Shakespeare. Et puis un peu avant, en 2016, on vous a commandé l'album de la Pléiade sur Shakespeare, qui accompagne, je crois, qui accompagnait la sortie des deux derniers tomes. C'est ça, de l'intégrale. Alors peut-être qu'on commence avec ça, même si c'était il y a un moment, même si c'était il y a 8 ans. Vous avez, je crois, tout lu. Pièces, poèmes, textes oubliés, grands textes, traductions, textes originaux. Oui, mais c'est pas si énorme. Hein. Enfin, quand vous lisez les pièces, c'est 2 tomes de la Pléiade, et puis les poèmes, il y en a 3 grands qui sont pas. C'est pas comme si je sais pas, les Mémoires de Saint-Simon ou la Bible ou des. Par contre, dans le contenu, c'est énorme, bien sûr, c'est gigantesque. C'est-à-dire parce que chaque pièce, ce sont des petits abîmes. Il y a dans chaque pièce des mystères complets que je n'ai pas du tout éclaircis. Il y a des pièces que j'ai oubliées tout en les lisant, parce qu'elles sont très très dures. Le Roi Jean, par exemple. Il y a des pièces historiques qui sont très très enfoncées dans un passé archaïque. Et comme c'est pas revisité par les metteurs en scène, c'est très difficile de s'en faire des représentations. Ça se fait des images très très figées. Puis ce sont aussi les traductions ont beaucoup vieilli. Donc il y a des pièces qui restent presque hermétiques, et par moments il y a une scène sublime. Et là, curieusement, vous voyez, j'ai fait ça il y a 8 ans. Je ne suis qu'oubli de ce travail. J'ai tout oublié. Je prenais des notes, j'ai lu je ne sais pas combien de biographies qui sont toutes trouées aussi parce qu'on ne sait pas. Et alors il y a les biographes qui comblent le trou de ce qu'on ne sait pas et d'autres qui ne le comblent pas. Et moi on m'avait dit, c'est l'éthique de la Pléiade, on ne comble pas le trou. Quand on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas. Et on n'invente pas. Mais je voulais citer... Parce qu'en fait, c'est un exercice biographique, cet album. Alors, il y a une part biographique, absolument. Il faut écrire une biographie et une part qui peut être plus subjective, où on peut, je sais pas, choisir de parler d'une pièce. Et moi, j'ai choisi de parler des spectacles qui m'avaient profondément marqué et qui sont aujourd'hui un peu si j'ai une vague connaissance de Shakespeare, ça s'accroche à ces souvenirs-là, ça s'accroche aux sensations, aux réflexions que je me suis faites à ce moment-là, quand j'ai vu ces spectacles. Donc, c'est aussi des périodes différentes,
Et presque plus que les spectacles que j'ai joués, où j'ai de très très grands souvenirs, mais qui pour moi ne contiennent pas une connaissance plus approfondie de Shakespeare. J'ai eu toujours l'impression, avec cet auteur-là, peut-être plus qu'avec les autres, d'être toujours au bord du cratère, et de ne pas être rarement... S'il y a un moment que où j'ai eu le sentiment de travailler vraiment avec Shakespeare en direct, au présent de la représentation, c'était dans Hamlet, Être ou ne pas être, où je recomposais la traduction, parce que j'avais très présent à l'esprit la traduction de Bonnefoy, mais aussi une traduction que j'aimais bien, et je ne sais même plus quel est le nom de l'auteur, ce n'est pas François Victor Hugo, c'était une traduction des Belles Lettres, et le texte anglais que j'ai beaucoup parcouru. Et alors, mon exercice d'interprétation, c'était de traduire en direct, en fait, de visualiser la phrase en anglais et d'essayer de la traduire. Bonnefoy, il ne devait pas être content parce que j'ai quand même parfois trafiqué complètement le texte. Mais au moins, parce que Être ou ne pas être, c'est un monologue qui n'a rien à voir avec la pièce. Et il n'y a rien dans ce monologue qui s'attache, alors que tous les autres monologues concernent le scénario même de la pièce. Celui-là, il est hors. Et il y a... Ça, c'est dans mes recherches, il y a quelques vraisemblances que Shakespeare l'ait ajouté après, parce qu'il composait souvent des monologues pour des petits intermèdes. Il lançait un acteur sur la scène et c'était comme un sketch, un numéro. Et il avait remarqué que cette petite improvisation philosophique fonctionnait très bien. Et donc, il est très probable qu'il l'ait injecté. Mais d'ailleurs, il y a des metteurs en scène qui le mettent à d'autres endroits de la pièce, puisque vous pouvez, comme je crois que Ostermayer à un moment commençait avec le vers Être ou ne pas être. Donc voilà, c'est très très. Mais ça dit beaucoup sur Shakespeare. Le fait à la fois d'avoir 3 traductions où vous ne savez jamais quelle est la bonne, vous ne savez jamais quelle est la première version de la pièce, vous ne savez pas si ça a été joué ou non. Voilà, ce tissu parfois même qui est un tissu d'incohérence, fait que vous êtes tout le temps désarmé. Et il y a des interprétations qui viennent, il y a quelquefois soudaines. J'avais lu l'interprétation psychanalytique de Green, André Green, c'était Gérard de Sarthe qui m'avait parler de ça, qui est passionnant, mais c'est une interprétation. Soudain, il y a un code qui détecte dans la pièce. Oui, c'est intéressant, c'est une enquête, comme ce que fait l'écrivain Pierre Bayard, qui a aussi enquêté sur Mais ces interprétations, est-ce qu'elles sont contextuelles ? C'est-à-dire, est-ce qu'elles changent en fonction des époques et de ce qu'on projette sur l'œuvre ? Bien sûr. Hamlet, d'ailleurs, je vais en faire partie à Hamlet prochain, qui est en cours de traduction de Frédéric Boyer, qui est le traducteur avec qui j'ai travaillé pour Richard II et qui est absolument génial, à mon sens, et qui est au plus près du texte et qui a une faculté aussi de synthétiser, de créer des possibilités de jeu pour les acteurs, tout en étant un sens poétique très rigoureux. Donc c'est pas simple, et il me rappelle là à quel point c'est drôle. À quel point la pièce d'Hamlet, c'est une pièce extrêmement drôle. Et le personnage d'Hamlet qui fait le fou, c'est-à-dire à un moment, il fait vraiment le zigoto. Nous, on s'était fait terriblement plomber quand on avait fait un peu version 70, et le jour de la mort de Chéreau quand même. Donc, comme le Hamlet de Chéreau a fixé pendant au moins une vingtaine d'années la pièce dans l'inconscient du public, des critiques, de l'histoire du théâtre, sous des aspects plus, même s'il y avait des moments très drôles, y compris dans l'interprétation de Gérard de Sarthe, ça a fixé comme une tragédie au sens presque français du terme. Alors que le mot tragédie, en anglais, il ne veut pas du tout dire que c'est pas drôle. Il veut dire que c'est la montée de quelqu'un et sa chute. C'est exactement ça que désigne la tragédie. Pour tous les Anglais, à chaque fois, c'est l'histoire de quelqu'un qui arrive, il peut y avoir du rire, il peut y avoir de la comédie. Puis après, il regarde comment il s'écroule et puis il finit dans le sang. Voilà, ça, c'est une tragédie au sens shakespearien, mais je parle trop. Julie Sicard, au bord du cratère. Vous aussi, vous êtes au bord du cratère avec Lady Macbeth. C'est une traduction de Bonnefoy, revue, repatouillée par avec Sylvia Costa. On a pioché, mais très très peu dans d'autres traductions. Mais voilà, pour moi, Shakespeare, c'est quand même, en effet, beaucoup une histoire de traduction, parce que mon expérience de Shakespeare avant celle-ci, elle était sur des partitions plus modestes, et puis sur des traductions difficiles à jouer de François Victor Hugo, etc., qui résistent des fois. Donc voilà, moi j'avais encore un passage à faire qui était
Et à mon avis, Bonnefoy m'a aidé à le passer. Mais je comprends ce que dit Denis. C'est quelque chose qui reste complètement qui est opaque et mystérieux. Il faut accepter de travailler avec cette opacité-là et de l'aimer, quoi. Et moi, je trouve que Bonnefoy, pour ça... Pourquoi alors ? Comment vous Parce qu'il y a quelque chose... Ça... Bon, alors, en effet, en plus, Sylvia Costa, elle a beaucoup dirigé sa lecture de Macbeth sur quelque chose de psychanalytique, en plus. Et elle a déconstruit un peu la pièce, donc... Mais quand on suit le projet de quelqu'un qui décide de prendre cet angle-là, c'est sûr que la traduction de Bonnefoy, elle est intéressante pour l'acteur parce que elle est très sensorielle et c'est des images folles, quoi. Donc faut se laisser, il y a un truc, il faut se laisser traverser par des images qui sont des tableaux comme les tableaux de Fusilly qui représentent bien ça. Ce sont des visions, quoi. Faut se laisser transpercer. Ça veut dire qu'il faut renoncer à la compréhension de tout. Il y a un contrôle du sens, en tout cas, qui à mon avis, ne vient pas de nous. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Qui vient d'où ? Qui vient. Alors moi, je suis pas anglophone, pas assez en tout cas, mais comme s'il fallait la poésie et la poésie a son sens. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais j'ai l'impression que de vouloir absolument c'est ce que je peux reprocher à quelques traductions, justement, de trop vouloir entrer dans le contrôle d'une narration ou finalement un peu aplanir quelque chose qui est beaucoup plus vertigineux que ça, quoi, et des fois il y a des choses qu'on comprend, mais au bout de la 20e représentation, il y a une phrase qu'on entend ce jour-là et on fait waouh, mais en fait j'étais pas allé par... Enfin, quelque chose comme ça, en effet, où c'est sans filet, quoi. Denis Podalydès, c'est la beauté qui porte tout, c'est ça la structure, la beauté du texte, des mots. On peut dire qu'on est devant un océan de beauté, c'est vrai, et qu'on est submergé, en fait, il y a des scènes, il y a tellement de niveaux de sens, tellement de niveaux aussi de propositions d'interprétation possibles, quelquefois. Je sais pas, la scène avec Ophélie, ça peut se jouer de telle manière différente, et c'est aussi une scène, d'ailleurs je pense que c'est vraiment une scène de comédie en fait, Go to the Nunnery, puis il y a un jeu de mots, il y a des jeux de mots tout le temps, et qui sont des jeux de mots qui sont parfois, les traducteurs renoncent à tout traduire, parce que parfois il y a un mot, nunnery, ça peut vouloir dire le couvent, c'est le bordel, en permanence. Donc vous avez de l'obscénité et du religieux. Il y a un amour pur on peut dire un amour pur d'Hamlet pour Ophélie, mais en fait non, il est barbare avec elle. En plus, les époques changent. Aujourd'hui, on ne peut plus voir cette scène-là de la même façon qu'on la voyait même il y a 10 ans. Donc voilà, c'est une œuvre en fusion, et ça correspond tout à fait d'ailleurs à un creuset de civilisation. Quand ça paraît à Londres, c'est une ville qui est en pleine expansion. La population est très 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 jeune. C'est un moment de révolution historique où les populations des campagnes vont vers les villes, demandent des spectacles, et il y a un type qui se rend compte que les pièces de théâtre, ça marche très bien, alors qu'elles se donnaient soit dans les universités, dans les églises, ou dans des lieux qui n'étaient pas consacrés à ça, et décide de dédier des salles à ça, de créer une scène, un public. C'était oublié depuis l'Antiquité, en fait, cette pratique-là. Et soudain, des gens affluent, écrivent des pièces. Et lui, Shakespeare, il écrit avec l'histoire de son pays. Ça, c'est très important. Les chroniques de Holinshed, c'est tout son premier théâtre, c'est que des pièces historiques. Et les métamorphoses d'Ovide. Il fait un combustible de ces deux choses-là. Et ça explose. C'est vraiment, il appuie sur un détonateur. Et les gens sont... Première pièce, Titus Andronicus. C'est que de la... En fait, aujourd'hui, il écrirait aussi des séries pour Netflix. Il écrirait des tas de séries. Ce serait George Lucas, il écrirait Star Wars. Il serait comme ça. Il a mis la main sur une espèce de vivier qui a passionné absolument tout le monde, notamment la jeunesse. Donc, c'était en mouvement tout le temps. Et il donnait ça en plus à des acteurs. Il y avait des parties sûrement qui étaient improvisées. Il recomposait après avec ça. Donc, ce qui fait que l'humus de tout ça fait un feuilleté qu'on ne peut pas aujourd'hui. Puis après, ça traverse le temps. Les époques se mirent dedans. Ouais. Donc, c'est un mythe.
Le mythe, c'est une histoire au départ, et puis petit à petit, ça s'agrège, et ça devient un énorme pain. On ne peut plus voir au travers, en fait. On peut pas. Je vois pas quelqu'un qui arrive en disant, moi, je crois que j'ai compris Hamlet. Voilà ce que ça veut dire. Je pense que c'est mais pas comment vrai. vous travaillez collectivement? Alors, ça Travail à dépend la du table, groupe par avec exemple. qui vous travaillez, ça dépend des partenaires. C'est un théâtre qui est d'une telle plasticité de forme que vous avez des scènes, vous pouvez dire, on peut énormément s'amuser. Oui, mais là, regarde, il y a un truc, je me rappelle dans Le Roi Lear, la scène est extraordinaire où c'était Noam, et les noms m'échappent, c'est terrible. La scène où il emmène son père. Il emmène son père veut se tuer, il fait semblant de mener jusqu'en haut de la falaise et il lui dit écoute, il y a des mouettes, tu vois, et puis il dit vas-y, tu peux te jeter parce que le père ne pense qu'à la mort, et en fait c'est la façon dont il sauve son père, et c'est une scène qui est à la fois drôle par moments parce qu'il y a plein de blagues, mais elle est bouleversante en même temps, cette scène, tout le jeu avec de la folie, ce qui fait qu'alors comment vous faites ça? Mais je pense en fait ça dépend énormément du choix de la traduction, ce que vous prenez comme texte, et du metteur en scène et de l'équipe d'acteurs. Et ça commence par... C'est vraiment du théâtre au sens, ça sent les planches. On doit avoir un regard très très littéraire, se renseigner le plus possible pour éviter de tomber systématiquement. Quand on ignore ce qui précède, souvent on tombe dans tous les lieux communs, on croit faire du nouveau alors qu'en fait plein de choses ont déjà été dites. Donc c'est d'avoir l'œil sur toutes ces traductions, de s'en nourrir, d'en nourrir les acteurs et du jeu que ça crée. Mais du jeu au sens, les planches qui sont mal jointes, c'est mal joint et il y a un moment il faut faire des choix. Il faut choisir telle chose. Quand vous choisissez un acteur, choisissez Sylvia, elle s'engouffre dedans. Surtout qu'aujourd'hui, Shakespeare, c'est presque le théâtre dans lequel on joue, en fait. Parfois, il me fait plus penser au lieu lui-même théâtre qu'à la pièce écrite. Je suis dans un lieu, je suis dans Shakespeare, je suis dans la pièce. C'est comme si j'habitais... C'est une cosmogonie, C'est une cosmogonie et le théâtre passe au travers. Donc, on est au travers de Shakespeare. On va se loger. On loge notre spectacle à l'intérieur de l'œuvre de Shakespeare, mais qui ne va pas rendre compte de toute cette œuvre. Mais quand même, d'une certaine manière, si, ça rend compte au moins du fait qu'on est perdu là-dedans, qu'on est disproportionné par rapport à ça. Ça veut dire que c'est un médium, non, son monde? Oui, c'est ça, mais je vois beaucoup les mises en artistes. scène de Shakespeare aujourd'hui. C'est pas forcément... aujourd'hui, on peut pas faire un spectacle avec 25 peut-être au français, et encore, avec 25 personnes. Donc, on coupe dans la pièce. Les pièces sont... Hamlet, ça fait des siècles qu'on n'a pas joué intégralement. C'est 6-7 heures de pièce, Hamlet intégral. C'est à chaque fois le soulier de satin, si vous voulez. Le Roi Lear, c'est un peu moins long, mais donc on est obligé de couper, on est obligé de trancher, de faire des choix, et c'est pour ça aussi que c'est, je pense, si fréquemment joué, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas tout. Chaque personne qui voit Macbeth, Le Roi Lear, ces grandes pièces-là, en plus, chaque personne, je pense, il réécrit dans sa tête une partie de la pièce. Oui, c'est comme il les metteurs en scène. Là, quand je lisais un texte de Jean-Pierre Vincent quand il a monté Macbeth, et en fait, on se rend compte que quand les metteurs en scène qui s'emparent d'un Shakespeare, c'est quand même un acte de se présenter soi-même. Enfin, c'est-à-dire que même si Shakespeare impose quelque chose et impose une structure, une bâtisse à l'intérieur de ça, c'est vrai que la mise en scène quand les metteurs en scène s'emparent de ça, c'est quand même un bon moyen de se présenter et de faire un état des lieux soi-même du metteur en scène de quel âge il a, où il en est, il y a quelque chose comme ça, une forme de présentation, enfin c'est un passage dans un... C'est pour ça qu'on peut... Moi, je vois que, par exemple, le Macbeth de Sylvia Costa, j'ai l'impression que comme sur un vitrail, elle prenait un carreau du vitrail et elle décide de s'intéresser qu'à ce petit morceau-là. Alors, certains sont frustrés, certains disent ce n'est pas l'œuvre, bien sûr, mais ça raconte aussi la jeunesse de cette metteur en scène qui décide de commencer par là et je trouve que ça raconte vraiment où elle en est aussi, elle. Et je trouve que c'est un bon tamis, Shakespeare, pour ça, pour raconter les metteurs en scène et leur vision des choses. Ouais. C'est le théâtre absolu,
Shakespeare, c'est une espèce de monde en soi qui peut raconter cas, ce dans que c'est que l'histoire, ce métier-là. Il a pris un peu cette forme-là. Ouais. Mais est-ce que c'est Je sais pas, légitime? si on dit, Vous qui citez-moi avez les 3 plus grands auteurs dramatiques du monde, je pense qu'il revient Oui. dans toutes les réponses. Quoi. Pourquoi? Parce que Pourquoi, c'est aussi ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire quelque chose d'aussi gigantesque et Ouais. incandescent qui avale... Oui, mais même par rapport à ce que pouvait dire Denis, c'est ces choses qui peuvent frotter comme ça, quand tu parlais de la religion et du sexe, enfin, il y a quelque chose de très bestial aussi dans l'écriture. Il y a quelque chose comme ça qui sent vraiment la chair, et en même temps, il y a quelque chose qui est complètement perché, qui nous emmène très loin dans l'univers. Donc, c'est vrai que les étages de lecture sont tellement multiples que ça en fait une œuvre infinie, parce qu'on peut... On trouve quelquefois une scène d'un grotesque obscène qui vient tout de suite après un monument de poésie précieuse. Vous avez la façon dont Gertrude raconte la mort d'Ophélie, comment elle s'est noyée. C'est d'une puissance poétique, c'est le Shakespeare des sonnets, qui est quand même à l'égal des plus grands poètes mondiaux. C'est comme si vous mettiez Mallarmé, et puis tout de suite à côté, je ne sais pas, Barry Aigredi, un auteur de un auteur de boulevard éhonté, qui fera des obscénités, et Bigard, vous voyez, un poème de Mallarmé, Jean-Marie Bigard. Parce que parfois, les scènes obscènes, c'est vraiment obscène, c'est pas drôle, enfin, c'est trop. Moi, ça peut me gêner. C'est ces espèces d'écarts qui fait que on dit, bah non, je peux pas tout prendre là. Et en fait, Shakespeare, c'est quand même ça. J'exagère beaucoup, sûrement, mais on n'est pas loin de ça. Et le personnage d'Hamlet lui-même peut passer de to be or not to be à des espèces de blagues obscènes qu'il fait avec Ophélie. Et aujourd'hui, si on fait ça brut de décoffrage, on peut dire non. Il faut couper ça. Notre époque ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas. Sur La Nuit des Rois, ce sont des discussions que vous avez eues avec Thomas Ostermeyer, parce qu'il y a ce genre de La Nuit des Rois, alors là, c'est virage complet. 360. Ça commence. Il y a un poème sublime que Di Corsino dit. Moi, j'ai toujours adoré. C'est de la très très haute poésie. Et puis la scène d'après, dès que vous découvrez ces ivrognes, vous tombez. Et moi, je trouve que si on ne maintient pas, si on essaye d'égaliser les angles, si on essaie de faire que ça se raccorde, on perd quelque chose. Moi, je crois au contraire, ça doit être un peu, il y a ce côté scandaleux d'ajointer, parce qu'en fait, Shakespeare, il écrivait pour ceux qui étaient à la galerie, qui étaient les nobles, et puis il écrivait pour les bourgeois, pour les artisans, et puis pour tous les jeunes universitaires, des gens très très jeunes, qui avaient envie de rigoler, il venaient que pour les scènes de bagarre. Donc, il met un combat d'épée. Donc voilà, c'est exactement le sens même du théâtre populaire. C'est populaire, c'est pas que c'est pour le bas peuple, c'est pour toutes les catégories, pour que chacun y trouve à manger. Ce scandale, il y a le scandale, il y a l'offense, il y a aussi une espèce d'amoralité quand même dans Shakespeare. Oui, il n'est pas le du tout non-jugement. Sa Lady Macbeth, il ne la juge pas. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment qu'on a quand on voit votre Lady Macbeth. Il n'y a pas de jugement de moralité. Oui, parce qu'il est aussi bien, fasciné par son personnage qu'on l'est, nous. Enfin, je pense que la fascination qu'il a pour ces personnages-là nous permettent d'être aussi dans... Moi, je trouve qu'il ne faut rien résoudre, justement. Et ça, il nous permet ça de ne pas résoudre. Et c'est ça qui est génial, quoi. Est-ce que c'est ça, si on devait trouver une part de modernité ou de contemporanéité dans Shakespeare, est-ce qu'elle se logerait à cet endroit-là, à votre avis ? Au fait que finalement, il ne juge pas et... ouais. Alors, il y a une théorie là-dessus qui est intéressante, c'est qu'il aurait été enfant catholique, un père catholique, mais comme les Maranes, c'est-à-dire il ne disait pas qu'il était catholique, il n'était catholique qu'à l'intérieur de la cellule familiale. Sinon, il était protestant, parce que sinon, il risquait la mort. Et le petit Shakespeare a vu les têtes
tranchées qu'on mettait à l'entrée de la ville. Il a grandi dans un moment où les catholiques étaient extrêmement persécutés. Et donc, il a appris à cacher et à être totalement divisé. C'est-à-dire que le père extérieurement était un protestant et même très sévère. Il a vu son père casser des effigies de la Vierge, alors que le soir, avec la famille, il priait la Vierge. Et donc, il a choisi le théâtre pour se cacher, se disséminer dans tous les personnages, que personne ne sache quel était son avis à lui. Et il a disséminé des doubles sens à peu près partout. Dans n'importe quelle pièce de Shakespeare, vous ne pouvez pas savoir qui est Shakespeare. Alors que dans Molière, vous voyez très très bien les personnages où Molière s'identifie beaucoup plus. Shakespeare, c'est tout à fait impossible. Il peut être à la fois Richard III, il peut être Lady Macbeth, et ni homme ni femme d'ailleurs. Parce que c'était des hommes qui jouaient les femmes, tout ça, même le clivage des sexes est totalement perturbé chez lui. Donc il perturbe à peu près tous les relais, tous les points de vue moraux, dans un océan de personnages, de scénarios, de construction, parce qu'en plus, les constructions des pièces, c'est hallucinant, comme c'est changeant entre une pièce historique entre Titus Andronicus et Périclès ou La Tempête, par exemple. Et là, il convoque lui-même tous les formats, a fait en sorte, il a la clé, il l'a balancée dans l'océan depuis très très longtemps. Votre personnage de Lady Macbeth, c'est une espèce d'hydre à deux têtes et moitié femme, moitié homme. C'est parce que oui, et puis nous, on a beaucoup travaillé là-dessus, justement, sur un personnage, les vases communicants, quoi, entre le mari et la femme. Entre l'homme et la femme, c'est-à-dire l'un sans ils ne peuvent qu'à deux, quoi. Et donc, mais oui, on a beaucoup travaillé là-dessus. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on imagine aujourd'hui, parce que c'est une question qui est d'actualité, genre les femmes qui joueraient des hommes, etc., les comédiennes qui s'empareraient de partitions de personnages masculins, c'est Hamlet qui nous vient tout le temps. Enfin, c'est Hamlet, c'est Shakespeare qui vient tout de suite. C'est-à-dire, alors il y a eu Deborah Warner avec Fiona Shaw et tout ça, mais même aujourd'hui, moi, par exemple, si on me demandait quel personnage masculin Fiona Shaw, elle jouait quoi, pardon? Elle jouait... elle a fait Richard II. Elle a fait Richard II. Elle a fait Hamlet, sans doute. Oui, parce et Sarah Bernhardt a fait Hamlet. En France, ça a commencé très tôt, que les femmes s'attribuent les rôles de Shakespeare. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est Shakespeare qui nous le propose le mieux, cette inversion des genres. Et pourtant, c'était des hommes qui jouaient les femmes. Alors, cette inversion-là est moins se présente moins en ce moment, mais c'est vrai que c'est tout de suite ça qui vient, quoi. Mais parce que, en effet, c'est des personnages qui racontent le pouvoir beaucoup. Par exemple, Macbeth ou Richard III, Richard II. Donc, mais d'une façon tellement large et psychologiquement large que en effet tout le monde peut s'y raconter, quoi. Vous parliez de Fiona Shaw et vous des pièces qui vous ont permis de rentrer dans Shakespeare, dans son œuvre. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, si vous en avez vu, qui vous a aidé comme ça à pénétrer dans les mots, dans la langue, dans l'univers de Shakespeare? Qui avez-vous vu? Moi, j'ai vu Fiona Shaw, mais j'ai vu... j'ai vu quand même... j'allais dire, j'ai vu très peu de Shakespeare monter. Moi, je viens de Poitiers, donc j'étais encore à Poitiers quand Schwarzschild avait monté Henri VI. Il a joué là-bas, non? Oui, ça a été créé là-bas, donc moi, j'avais vu ça. Donc, je pense que c'est le premier Shakespeare que j'ai dû voir, vraiment. C'était ces 7 heures de spectacle. Donc, voilà, mais sinon, c'était marquant, Julie Sicard? C'était marquant justement, parce que j'étais jeune en plus, mais c'était marquant justement pour ce côté Netflix dont tu parlais. Ouais. C'est-à-dire que c'est une saga, quoi. Donc ça vous a emballé, ça vous a emporté. Oui, ça m'a emballé, ouais. Ouais, ça m'a emballé, même si c'est très complexe quand même à suivre. Je veux dire, il y a un côté historique qui demande quand même, on sent qu'on a tous des lacunes, moi la première, mais quand même il arrive à nous embarquer là-dedans, ouais. Mais après, pour Macbeth, par exemple, j'ai décidé de ne rien voir. Et comme je ne l'ai jamais vu monter, j'étais assez vierge là-dessus. Mais je n'ai pas regardé non plus les films. Là, maintenant, je les regarde aujourd'hui.
là, je regarde le film d'un des frères Cohen, là, le Ethan Cohen. Ah oui, c'est bien. Il y a des choses pas mal. Par Ouais. exemple, dans Macbeth, les sorcières, c'est toujours intéressant. C'est ce qui est passionnant, quoi. C'est comme dans Le Songe d'une nuit d'été, les artistes... Enfin, il y a des rendez-vous comme ça où on a envie de voir Comment ils ont fait. comment ils ont fait. C'est comme le spectre dans Hamlet. Il y a des choses comme ça qui sont... C'est des Le rendez-vous. théorème de Pythagore pour le théâtre. Appliqué au théâtre. On a envie de voir comment... Et par exemple, comment là, se il y a déplace. le Moonstrom Théâtre qui va monter Macbeth. Leurs sorcières, j'ai très hâte de voir ce qu'ils en ont fait. Enfin voilà, quelle porte ça a ouvert dans leur Mais dans leur Julie, elle a un cervelle. rire de sorcière qui est extraordinaire, que j'avais enregistré pour mes enfants. Et il y a 3-4 jours, je l'ai repassé. Je pourrais bien il est fabuleux. Et pour moi, quand je l'écoute, c'est le rire de la sorcière, mais c'est profond, quoi. C'est très, très beau. Est-ce qu'ils ont eu peur? Ah oui, et l'autre jour, je l'ai fait réécouter, et mon fils a sursauté, vraiment. Mais il y a un appel de la... C'est vrai. Est-ce que vous voulez que je vous le trouve? Oui. Est-ce que ça va être audible? Mais je ne sais pas si ça va passer... Ça te dérange pas? Non. C'est une de tes grandes... ça fait partie de tes Création. créations, et je pense que tu peux revendiquer Le breveté. Une sonnerie de téléphone, peut-être. Ah ouais, on va faire un réveil. La sorcière Julie S. 18 octobre 2021. La fin Ma est... fille adore la fin. Ah, la fin est belle. Voilà. Et là, vous avez Shakespeare. Moi, je dis, là, vous avez Shakespeare. C'est ça, Shakespeare. Quelquefois, c'est un rire. Comment Mais est-ce que musical. vous sortez du carcan patrimonial ou littéraire, comme ça, du texte, pour en faire une matière vivante? Comment Après, vous Shakespeare, travaillez? c'est C'est vivant pas notre d'emblée? patrimoine à nous. Ben non. Donc on a aussi une liberté quand c'est pas le nôtre. Ouais, parce Ils qu'il n'y vont a plus pas eu tant libre que ça. Et il y a une histoire d'échecs monumentaux de Shakespeare à la Comédie Française. Ça a Ah bon? commencé... il ne savait pas du tout monter. Ça m'avait fait rire. C'est Coriolan en 1934. Ils ont voulu, le décorateur, il a voulu faire un décor pour chaque tableau. Il y a 25 tableaux. Et donc, 12 entr'actes, enfin, c'était des arrêts tout le temps, avec la figuration qui ne savait plus par où entrer, et un décor... ils n'avaient pas du tout compris la scène. Ce que c'est que la scène shakespearienne, c'est que les mots, quelquefois, font office de plateau. Et donc, il voulait... Victor Hugo avait dessiné, lui, des décors pour chacun de ses actes. Il y en avait 5, alors ça allait, mais là, quand vous avez... 25 tableaux. Donc, il y a une histoire assez malheureuse. Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'y sont collés, d'ailleurs, quand on a écrit ça, jusqu'au fameux Macbeth de Jean-Pierre, dans la cour d'honneur d'Avignon, qui a été un grand flop, qui était Macbeth, d'ailleurs. Mais la pièce écossaise. Agnès Martin m'a envoyé toute la liste des accidents liés à la pièce écossaise, parce que dont on tait le nom. Quand je lui parlais des répètes de Macbeth, elle me disait, ne dis pas ça, malheureuse. Alors j'ai dit... J'arrêterai de le dire quand tu m'auras convaincu, donc envoie-moi la preuve. Parce que l'histoire, c'est qu'elle porte malheur. Et c'est magnifique. Ah ouais, on fait la liste, en fait, on a décidé de faire la liste. C'est vrai que c'est impressionnant. Extraordinaire, mais il y a même des choses qui n'ont rien à voir avec le fait qu'ils aient joué cette pièce à ce moment-là. Un acteur, je ne sais plus lequel, dont l'enfant s'étouffe au bout après 2 semaines de naissance. Mais voilà, c'est parce que... c'est forcément... Tout s'explique, tous les malheurs du monde. des malheurs, par exemple, au moment... Non, nous, on a eu plutôt un truc incroyable, c'est-à-dire que... je le dis, je pense qu'il y a sans aucun problème, Sylvia Costa, qui pensait ne jamais pouvoir tomber enceinte. Au contraire. Et tomber enceinte lors des répétitions. Donc, elle a conjuré le malheur de cette pauvre Lady Macbeth qui n'a jamais pu enfanter. Ouais. Donc, vous n'êtes pas superstitieuse, Julie Sicard. Vous n'êtes pas superstitieuse. Quand ça m'arrange, si. Quand je trouve ça joli, j'aime bien être superstitieuse. Pour conclure, si vous deviez rejouer du Shakespeare, et vous allez sans doute le faire, l'un et l'autre, quelle pièce, quel rôle? Qu'est-ce qui vous... Moi, j'aimerais jouer Richard III. Voilà. J'aimerais jouer Richard III. Voilà. Et vous, Denis?
C'est tous les rôles, en fait. J'aimerais même rejouer Le des roi choses... Jean. Voilà, une chose que j'aimerais bien voir, et pourquoi pas jouer, oui. Le roi Jean, pourquoi pas. Mais il y a une quantité de... jouer un des deux. Par exemple, les Fossoyeurs dans Hamlet, c'est une scène extraordinaire, très drôle, très intéressante, et elle est toujours coupée, ou coupée à moitié, on n'en garde qu'un quart, et finalement c'est une scène qui passe comme ça. J'aimerais, avec des acteurs, travailler ça, juste ça peut-être. Sinon j'en ai plein, moi aussi, Richard III. Il y a une pièce que j'adore qui est Périclès, qui est une sorte de roman. Il a donné le nom de Gawain d'un romancier qui était assez connu, et c'est une pièce qui est sur l'eau, qui est entièrement sur la Méditerranée. Voilà. Attends. Ça vous avale les rôles de Shakespeare? Ce sont des rôles... on a parlé ici longuement avec Dominique Blanc de Phèdre qui l'avait brûlé, quoi. Est-ce que ces rôles-là, Macbeth, quand même, Lady Macbeth, c'est un rôle dense, on va dire, incandescent. Est-ce que ce sont des rôles difficiles qu'on a du mal à... Je pense que ça dépend beaucoup du projet du metteur en scène. Dans ce que propose Sylvia, il y a quelque chose aussi de tellement cadré, tellement pictural et formel, la perte ne se passe pas là, quoi, je pense. Mais... Vous n'êtes pas perdu avec le roi Lear sur la langue? Moi, j'aimerais le rejouer. Vous aussi, j'aimerais beaucoup le rejouer. J'aimerais jouer avec la dernière scène, parce qu'on ne jouait pas la dernière scène. Elle n'était pas dans le spectacle. J'ai un regret là-dessus, donc j'aimerais le reprendre et jouer cette dernière scène. Merci infiniment, Denis Podalides, Julie Sicard. Julie, vous êtes en alternance dans Le Suicidé d'après Nicolas Erdam, mise en scène Stéphane Varupen, et Le Malade imaginaire, Claude Strass. Vous jouez cette fois-ci Antoinette, mais vous avez... Toinette, pardon. Vous avez joué. Voilà, ça fait 20 ans que vous le jouez, cette mise en scène. Ah, cette mise en scène, pas Toinette. Ouais. Non, pas Toinette. Angélique d'abord. Ouais. Et puis vous, Denis Podalides, vous êtes toujours en tournée? Toujours, jusqu'à avec fin Écupe, janvier. pas Écupe, jusqu'à fin janvier, avant que de revenir sur ce plateau, mais pas tout de suite. Fin mai. Fin mai. Merci encore une fois à tous les deux. Merci à vous qui nous écoutez. Merci à Andrea et à Zélie qui nous enregistrent. Et puis à lundi prochain, 8h, avec ma camarade Sutitchen. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.